Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Bienvenue à la table ronde du QSE de ce soir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Annie-Caroline. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Donc, on a à peu près plus d'une vingtaine d'inscrits, donc on va attendre encore un petit peu quelques minutes. Bonsoir Claire. Hop. Donc, bonsoir Simon. On va très bien. Comment vous allez tous? Sylvie, Ogba, Maureen? Ça va bien. Ça va bien. Super. Content de vous retrouver. Ce mardi soir, ça va, il n'y a pas trop de personnes qui sont en vacances apparemment, qui sont participants. Donc, peut-être en vacances, mais participants quand même. Exact, c'est vrai. Parce que les vacances, c'est fait aussi pour ça, pour participer à des événements. Donc, pour rappel, il y a l'onglet chat pour les petites discussions entre nous. Il y a l'onglet questions, si vous avez des questions pendant l'événement. Voilà, si vous voulez poser des questions, on va dire officielles, dire voilà par rapport à ce qu'on est en train de dire. Donc, il y a l'onglet questions, puis il y aura l'onglet sondage. Donc, pour ce soir, il n'y en a pas beaucoup qui sont prévus, mais je vais vous en mettre un tout de suite. Donc, si vous voulez aller dans l'onglet sondage, et dans quel domaine travaillez-vous? Donc voilà, je vous donne un peu la tendance. Ça se trouve, vous êtes dans tous ces... Pardon, dans les deux. Dans les deux... dans les deux domaines RSE ou QHSE. Un des deux. Donc on va attendre encore quelques minutes pour que le maximum de personnes puissent nous rejoindre. Donc je vois qu'on a un Laurent qui s'est connecté, une Mathilde. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Et même des smileys si vous voulez. Ça peut être sympa. Donc là, on est une dizaine de participants. Bonsoir Mathilde. Il y a des noms que je ne connais pas. Donc ça, c'est chouette. C'est très chouette. Annie-Caroline qui nous précise sa fonction conseil en prévention des risques psychosociaux. Et nous avons son associé avec nous. C'est lui. C'est moi. Ça marche en binôme. Très, très bien. Bonsoir Antoine. Je vois qu'il y a Antoine. Bonsoir. On connaît quelques-uns. Alors, on va peut-être commencer l'événement. Donc, je vais rappeler un peu le cadre de l'événement. On le fait dans le cadre des alumni de l'IAE Lyon. Donc, c'est une fédération des diplômés de l'IAE Lyon. Donc, si vous avez fait l'IAE Lyon, c'est votre réseau. Donc, voilà, pour rappel, quelques chiffres. C'est plus de 50 000 diplômés, c'est plus d'une trentaine d'événements. Donc, c'est vrai qu'en 2020-2021, c'était principalement des événements en visio. On espère reprendre le physique bientôt. On croise les doigts. Parce que c'est quand même ça, les alumni, c'est la convivialité, l'échange, le partage. Donc, c'est vrai que le physique, c'est quand même un des socles de cette fédération. Donc, ce soir, c'est le club QSE-RSE qui vous présente cet événement. Donc, pour rappel, le club QSE-RSE, c'est un club qui regroupe autour de cette thématique, qui propose deux formats principalement. Donc, c'est des visio-conférences sur des thématiques en particulier, donc des types webinaires. Voilà, un format, un temps d'enseignement. On a aussi donc les tables rondes comme ce soir. On a plusieurs intervenants et un animateur.
Et on a aussi tous les mois les rendez-vous du QSE. Et là, bonsoir Valérie. Et là, les rendez-vous du QSE, c'est vraiment de l'échange très, si je peux dire, très convivial autour d'une thématique qui nous travaille ou qui nous intéresse. Ça va être vraiment un échange d'une heure maximum entre professionnels ou non, mais sur un sujet qui nous intéresse et on est là pour en parler. Parce que, bonsoir Christine, parce que souvent, voilà, on est chacun dans son entreprise, on a nos problématiques et autour de nous, il y a des gens qui ont les mêmes problématiques. Donc, on est là pour en discuter et pour enfin trouver des solutions peut-être ensemble. Bonsoir Victor. Donc voilà pour le cadre de cette table ronde. Et je laisserai un peu plus tard les intervenants se présenter. Donc ce soir, nous allons parler des indicateurs du QSE. Les indicateurs du QSE ou les indicateurs plus globalement, c'est on a tous plus ou moins dans nos fonctions où on va dans le futur utiliser des indicateurs pour se mesurer, pour mesurer notre performance, pour faire un suivi de projet ou pour suivre une production, par exemple. Donc voilà, les indicateurs, on va les retrouver de partout. Et souvent, on se pose les questions suivantes. Comment on les met en place? Comment on les définit? Sur quel périmètre? Donc, c'est des sujets vastes et qui reviennent continuellement dans les entreprises et dans nos cœurs de métier. Donc, ce soir, on aura l'occasion d'avoir l'échange et le partage d'expériences de nos 3 intervenants qui vont nous raconter chacun un peu leurs expériences avec les indicateurs, avec ces suivis-là, avec leurs problématiques, leurs succès. Et du coup, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc, pour rappel, dans l'onglet chat, on peut mettre des petits messages pendant l'événement. Et si vous avez vraiment une question à poser aux intervenants, il y a l'onglet questions sur la droite de votre écran. Donc, je vous laisserai poser vos questions aux intervenants. Donc, on est là ce soir pour échanger. On va avoir ces petites storytelling de nos intervenants, animés par moi-même, pour relancer le débat et la discussion. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour échanger, pour challenger nos intervenants. Donc, je vais laisser les intervenants se présenter et je te laisserai, Sylvie, commencer par nous présenter qui tu es. Bonsoir, donc Sylvie Bobillon, Sepia Prévention. Nous sommes 2 associés au sein de Sepia, qui est un cabinet de conseil et de formation. Donc, je travaille avec Annie-Caroline Prunevieille, qui est mon associée. Et nous, on travaille, on va dire que notre cœur de métier, c'est la prévention des risques professionnels. Donc, audit RPS, on travaille sur le télétravail, sur l'absentéisme, sur tous ces sujets, avec une sphère assez large, donc qualité de vie au travail, avec des données RH, QSE, prévention des risques. Voilà. On existe depuis 10 ans. Et on travaille donc sur ces facteurs de risque. Donc, je vous parlerai un petit peu de l'audit RPS tel qu'on le fait. Donc, bien sûr, on s'appuie sur les facteurs de risque qui sont définis par la NAC. Donc, il y a une procédure. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est des audits plutôt courts qui ont du sens et qui débouchent sur des choses assez pragmatiques. Parce qu'on s'aperçoit parfois qu'il y a des audits qui se font de façon un peu longue et que le sens est un peu perdu à la fin. On ne sait plus pourquoi on a commandé l'audit et ça peut créer beaucoup de frustration. Voilà. Très bien. Agba. Donc, bonjour à tous, donc moi je m'appelle Agba Teli, je suis consultant en management, organisation et accompagnement au changement dans un cabinet de conseil qui s'appelle Juliette CRN. Donc ça n'a pas forcément beaucoup de lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui, mais j'ai une expérience par le passé. J'ai travaillé en fait dans un autre cabinet de conseil du groupe Randstad qui s'appelle HR Consultancy Partner, et qui avait en fait une expertise vie au travail et qui travaillait sur tout ce qui était en fait risque physique et psychique en entreprise. Et donc du coup, j'ai pu dans cette expérience-là manipuler les indicateurs, les mettre en place et aussi objectiver certaines prestations justement qu'on proposait aux entreprises. C'est voilà que j'interviens ce soir. Très, très bien.
Oui, Ogba, on t'entend un tout petit peu mal. C'est vrai, Ok, je vais parler plus fort. peut-être un peu plus fort, ouais, ça ferait pas mal. Et Maureen? Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Maureen Gilles. Donc, moi, je suis coordinatrice à QSE. Et donc, je travaille dans une entreprise donc, qui produit des documents, des diffusions et aussi de l'archivage électronique. Voilà. Et donc, moi, en fait, je vais plus vous partager mon expérience par rapport à la mise en place d'indicateurs suite à une certification donc ISO 9001, version 2015. Très, très bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlène Pic et je serai l'animatrice de ce soir. Donc, mes chers intervenants, est-ce que vous avez donc une expérience à nous partager ce soir sur le suivi, la mise en place d'indicateurs que vous voudrez partager avec nos participants? Donc, peut-être, si on peut recommencer, Sylvie, si toi, tu as eu une expérience que tu aimerais partager avec tout le monde. Alors, quand on travaille sur un audit RPS, donc on va consulter certains indicateurs, donc des données chiffrées, d'autres données d'enquête, des données de production, des données RH. Donc, on est assez large. Et on va dire que les indicateurs vont intervenir un peu en fin d'audit lorsque l'on aura interviewé, fait notre rapport, travailler avec le groupe de travail qui s'occupe de l'audit RPS. Et là, on va définir des angles d'action et on va mettre en place, on va travailler avec nos partenaires sur les indicateurs à suivre, puisqu'ils vont être pertinents. Et ça, les indicateurs vont être différents en fonction de l'entreprise et de ce que l'on cherche, de ce que l'on veut faire bouger aussi. Je crois que ce qui est important de dire, c'est que globalement, c'est qu'est-ce qu'on veut faire évoluer, qu'est-ce qu'on veut faire bouger, et c'est bien en fonction de ça qu'on va suivre des indicateurs. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de décider de certains indicateurs, de ne pas en prendre trop. Il vaut mieux les suivre et les suivre bien que les multiplier, sachant qu'on va en suivre que la moitié. Je pense que c'est important aussi, peut-être dans une période test, de dire on va mettre ces indicateurs-là et prendre peut-être 6 mois ou un an après, revisiter ces indicateurs, est-ce qu'ils sont toujours aussi pertinents? Mais en tout cas, nous, on procède plutôt comme cela. Ok. Un exemple particulier, peut-être chez un client, avec un petit indicateur spécifique que tu as pu mettre en place? Ou pas spécialement? Pas spécialement. C'est tellement variable d'un client à l'autre que c'est difficile de répondre là-dessus. Oui. D'accord. Ok, très bien. Merci Sylvie. Ogba, peut-être partage d'expérience? Ouais, donc moi j'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal de clients justement à mettre en place différents indicateurs. Un exemple que j'aime bien donner, enfin un retour d'expérience que j'aime bien donner, que j'aime bien partager, c'est parce que c'est pas courant, c'est qu'en fait à la suite en fait d'une formation ou d'un accompagnement en fait qu'on appelait électrochoc comportemental, on avait mis en place en fait un indicateur avec au niveau des comportements. Donc c'était pas forcément hyper naturel. On se rendait compte qu'au niveau sécurité, ça permettait en fait c'était un vrai levier en fait justement pour réduire les accidents du travail, les maladies professionnelles. Et donc on avait mis en place des indicateurs à la suite de cette formation-là, avec un questionnaire comportemental avant, après la formation. On analysait aussi, on faisait le lien avec le taux de fréquence avant et après la formation. Et on analysait aussi, ça c'était avec les managers, on avait mis en place en fait, un indicateur qu'on avait appelé presque accident, où on allait compter en fait les situations où on avait presque eu un accident. On a vu quelqu'un glisser dans un couloir, on a dit à quelqu'un, bah, mets ton casque, tu es en train de monter sur la nacelle, tu n'as pas mis ton casque. Donc, on avait créé ce tableau de bord avec les équipes qu'on avait suivi en fait tout au long après du projet et qu'ils ont après, j'espère, suivi pendant un certain nombre d'années de mois. Merci Ogba. Et Maureen, est-ce que tu as une expérience à nous partager?
Moi, j'ai dû justement reprendre tous les indicateurs suite à l'ISO 9001 version 2015. Déjà, dans un premier temps, en fait, c'est de sélectionner avec les responsables des processus les indicateurs. Parce que si c'est moi qui leur donne les indicateurs, il n'y aura aucune implication de leur côté. Donc déjà, ça, c'est important. Enfin, moi, je l'ai vu, voilà, s'ils ne sont pas impliqués, il y a des indicateurs où on ne reçoit pas les données, on n'a jamais les infos. Il faut relancer plusieurs fois pour avoir enfin les données. Donc déjà, après, bien définir aussi le responsable qui va fournir l'information, donc les données. Comme ça, si on voit qu'il n'y a pas les infos, on sait vers qui se référer. Après, il faut bien aussi désigner la périodicité. Voilà, si c'est des indicateurs mensuels, annuels. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est par rapport à l'objectif, de bien choisir un objectif qui est atteignable. Par exemple, en RH, il y avait l'indicateur par rapport aux accidents de travail. Et l'objectif était de 0. Mais c'est très rare qu'il y ait aucun accident de travail dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'était toujours un négatif. Il n'était jamais atteint. Donc, déjà aussi, de bien sélectionner un objectif qui peut être atteint pour l'entreprise. Ensuite, nous, ce qu'on a mis en place, en fait, pour partager justement les données, j'ai créé un document qui est partagé sur Teams, du coup, donc avec les responsables des indicateurs. Et eux, en fait, ils complètent, ils mettent la donnée dans les bonnes cases. Comme ça, au moins, tout le monde, dans un seul document, on a tout. Comme ça, il n'y a pas de problème aussi pour savoir où trouver les informations. Donc ça fonctionne bien. Voilà, partage du document. Donc voilà, et pour le suivi aussi, il y a des rendez-vous sur les calendriers Outlook. Voilà. Si par exemple tous les mois il faut mettre à jour un indicateur, ils ont un petit rappel. Et après en fait le service qualité il est plus là pour suivre, voilà, voir si tout est bien mis, mais c'est pas à lui de mettre les données. C'est vraiment le responsable du processus qui s'en occupe. C'est plus pour l'impliquer en fait, parce que si c'est le service qualité qui fait tout, après il y a moins d'intérêt pour eux. Donc, voilà. Okay. Alors après, les indicateurs sont beaucoup utilisés quand on travaille sur la prévention ou la réduction de l'absentéisme, qui représente en 2020 en France à peu près 5,11%. On a d'absentéisme. Donc, on peut mettre vraiment des indicateurs en place sur le type d'absence, le nombre d'absences, la saisonnalité. Voilà, il y a pas mal d'indicateurs comme ça qui peuvent être croisés entre eux. Et puis peut-être aussi se comparer en fonction de son secteur d'activité et des statistiques par rapport à l'absentéisme. Et justement, ça me fait penser par rapport à l'analyse, parce que nous, en fait, ce qu'il y avait eu avant, c'était plus on mettait des données et puis ça s'arrêtait là. Et là, vraiment, ce qui a été mis en plus, c'est un petit tableau en fait en dessous de l'indicateur avec les risques et les opportunités qui peuvent être liés donc à cet indicateur. La comparaison avec l'année dernière, parce que ça, c'est aussi c'est intéressant de voir, par exemple, les accidents de travail, combien on en avait en 2020, comparer. Et après, justement, il y a une petite case pour mettre en place des actions suite justement aux résultats. En complément. Okay. Donc, si je comprends bien, voilà, vous avez chacun mis en place des indicateurs définis pour un objectif précis, dans un contexte précis. Est-ce que vous pouvez partager peut-être les plus grosses difficultés que vous avez pu rencontrer dans soit la mise en place de ces indicateurs ou soit leur suivi, en fait, au final? Alors, de notre côté, avec Annie-Caroline, je pense que la plus grande difficulté, c'est le suivi. La mise en place, on se met d'accord sur des indicateurs. En revanche, le suivi et dans la durée, c'est parfois assez compliqué, surtout qu'il peut y avoir des variations. Hein. Alors, par exemple, cette année, si on parle d'absentéisme,
en pleine année Covid, bon, bah là, je pense qu'on va avoir des données un peu chahutées, c'est sûr. Hein. Mais je pense que d'être régulier sur effectivement les périodes, ce qui est très intéressant, c'est de regarder les saisonnalités aussi dans ces indicateurs. Donc, non seulement, ce qui est intéressant, j'ai envie de dire, c'est pas forcément les indicateurs, c'est leur analyse à un moment donné. Hein, c'est-à-dire prendre le temps de regarder, d'analyser, d'expliquer les choses, ou alors de ne pas arriver à expliquer certaines choses et du coup de creuser un peu. Ok. Ouais, et pour compléter, c'est vrai que je rejoins ce que disait Sylvie. En fait, la mise en place d'indicateurs, finalement, c'est arbitraire. On décide à un instant T de mettre en place des indicateurs. Ce qui est difficile, justement, c'est le suivi. Et je trouve aussi, moi, ce qui était à chaque fois le plus difficile, c'est l'appropriation. De dire, en fait, bah, on a décidé de mettre en place des indicateurs. Le mieux, c'est un facteur clé de succès aussi, hein, mais c'est de dire qu'ils doivent être partagés avec tous ceux qui doivent manipuler ces indicateurs et les remonter, et aussi qu'ils s'approprient correctement. Parce que finalement, les indicateurs, on a chacun nos leviers en fait, personnels en fonction de notre direction, de notre passif, de notre compréhension de l'entreprise. Et justement, les indicateurs ils doivent être transverses, ils doivent servir à l'entreprise. Du coup, le niveau d'appropriation, je trouve que c'est parfois assez complexe pour les différentes personnes qui composent l'entreprise, à dire, bon, bah, OK, il y a un indicateur, pour moi, il n'est pas forcément pertinent, mais je me l'approprie parce qu'il sert la collectivité et toute l'entreprise. Ok, très bien. C'est vrai que moi, la difficulté vraiment que j'ai eue, c'est le suivi. Hein. Je pense que c'est vraiment la principale difficulté qu'on a. Après, justement, en solution, moi, je réalise des revues de processus. Donc, ça permet de refaire le point aussi là-dessus. Et puis aussi de mettre à jour des indicateurs s'il y en a qui les intéressent plus non plus. Ou en rajouter aussi. Voilà. Mais c'est vrai que le suivi, c'est compliqué. Il y a pas mal de relances que je dois faire. Du coup, vous parlez de suivi, d'appropriation. Et est-ce que du coup, quand même, l'élément à l'origine, c'est vraiment la définition de l'indicateur. Comment vous avez déterminé, vous, dans vos diverses expériences, les indicateurs? Comment vous avez fait pour que les gens y adhèrent? C'est une très bonne question. Moi, de mon côté, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait par exemple, je vais prendre un exemple du commercial. Donc, lui, il a son process commercial. On regardait ses activités et après, en fait, on regardait comment on peut justement évaluer la performance de son process. Donc, par exemple, il y a une activité, enfin, il réalise des comités de pilotage. Et donc là, on s'est dit, comment on peut évaluer sa performance? On va faire. Donc, on a mis en place un indicateur avec les comités de pilotage qui sont prévus par rapport à ceux qui sont réalisés. Et ça nous permet de voir si, en termes de pourcentage, s'ils sont plus à 100% ou pas. Donc ça, pour le commercial, ça permet de suivre et de relancer ses collègues, quoi, si jamais voilà, c'est en dessous. Donc c'est vrai que oui, déjà en fait relire le process et voir comment on peut évaluer son process. Déjà nous on a commencé par là. D'autres réactions. On a une réaction de Valérie dans le chat qui dit les objectifs de suivi peuvent être donnés aux managers. Dans la rémunération variable, c'est sûr que quand on touche à la rémunération, je pense que c'est aussi une bonne façon de motiver et de faire en sorte que les gens s'approprient leurs indicateurs. Ouais. Et pour faire le lien peut-être avec ce que dit justement Valérie, qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, la façon, moi je trouve plus simple, c'est de le rattacher à la stratégie d'entreprise. Dire en fait, quelle est notre stratégie d'entreprise? À un moment donné, il y a un dirigeant qui dit humainement, c'est pas acceptable qu'on ait autant d'accidents du travail, c'est pas acceptable qu'on ait autant d'absentéisme. Et derrière, ça va être décliné dans la stratégie d'entreprise.
On va dire, au niveau du juridique, oui, il y a un risque juridique qui est lié à ces indicateurs. Au niveau RH, oui, il y a un risque RH. Donc, toutes les parties prenantes en fait de l'entreprise vont participer à la construction de l'indicateur. Et justement, quand on fait ça, quand on leur attache à la stratégie de l'entreprise et qu'on fait adhérer en fait toutes les composantes de l'entreprise à la construction de l'indicateur, c'est beaucoup plus facile après pour se l'approprier. Et après, le niveau d'après, c'est comment est-ce qu'on active des leviers pour justement améliorer notre performance au niveau des indicateurs. Et là, Valérie, c'est un bon exemple. Ce qu'elle donne, c'est que souvent, ce qu'on constate, c'est que les managers, ils sont objectivés à travers ça. Et il y a beaucoup d'entreprises aussi où, en fonction de notre poste, on peut objectiver même un salarié avec les indicateurs. Après, est-ce que vous pensez que la rémunération pour que les indicateurs et les objectifs soient reliés à la rémunération fasse que les gens s'approprient mieux et de manière plus efficace leurs indicateurs? Je sais pas si vous avez. Vas-y, je t'en prie, Maureen. Oui, non, moi je pense que vraiment pour qu'il y ait un meilleur suivi, c'est plus vraiment leur essayer de trouver l'intérêt, le pourquoi on fait cet indicateur. Et au moment où ils comprennent, d'accord, ok, j'ai compris pourquoi on met ça en place, et ok, je vais te donner les informations. Je pense que déjà, expliquer pourquoi on met en place tel ou tel indicateur, c'est important. Oui, c'est vraiment donner du sens à l'indicateur et à son analyse, finalement. C'est pour ça que les indicateurs, c'est bien. Il ne faut pas que ça soit tout d'un coup des indicateurs millefeuilles où on observe quelque chose, on en met un, et l'année d'après, on en met un autre, et on n'enlève jamais certains indicateurs. Il y en a peut-être qui peuvent être retirés pour éviter qu'on fasse vraiment du millefeuille, et du coup qu'on perde un peu le sens des indicateurs. Et du coup, Valérie qui continue à commenter, au moins s'assurer que les managers suivent régulièrement les résultats et les analyses et proposent des résultats et des solutions. C'est sûr que... Mais du coup, dans la proposition de solutions, là, on est presque sur du management. C'est-à-dire comment les managers sont managés en fonction, est-ce qu'on leur demande d'être force de proposition ou pas? Bonne remarque. Et est-ce que vous avez eu des success stories dans vos expériences, peut-être des moments où c'était compliqué et que vous avez réussi à démêler les fils, ou est-ce que vous avez des choses à nous partager par rapport à ça? Moi, je peux raconter une petite success story, du coup, en lien avec ce que je décrivais tout à l'heure comme exemple d'expérience. C'était la prescription, c'était il y a assez longtemps, c'était dans une usine, en fait, l'usine Nesquik. C'est une usine Nestlé dans laquelle ils fabriquaient le Nesquik. Elle est à Pontarlier. Et du coup, j'avais travaillé avec le DRH et le responsable santé sécurité au travail. Ils ont des objectifs, en fait, eux, pour le coup, qui sont arbitraires et qui sont donnés par le groupe. C'est dire, j'ai plus les taux, mais c'est des taux qui sont extrêmement faibles. C'est-à-dire vraiment, il n'y a pas d'accident de complaisance, il n'y a pas de maladie de complaisance. Tout est tiré vraiment très très bas. Et dans l'industrie, il y a des entreprises où ils sont vraiment exemplaires. Et eux, ils avaient en fait un palier passé. Justement, on avait travaillé avec le responsable de sécurité, avec le DRH, pour dire, le responsable RH du site, pour dire, en fait, qu'est-ce qui aujourd'hui nous manque? On a tout mis en place. Ils avaient mis un panneau devant pour dire, voilà, ça fait 120 jours qu'on a fait 0 accident, on a tel taux de fréquence, ils affichaient les indicateurs, il y avait des procédures qui étaient écrites, tout était bien balisé dans l'entreprise. Et justement, le levier qu'on avait trouvé, c'est de dire, en fait, le résidu d'accident qui est très faible, mais qui reste néanmoins dans l'entreprise, il est lié, en fait, au comportement, aux habitudes. En fait, pour une personne, si vous lui tracez une ligne, vous lui donnez des règles, vous lui donnez des EPI, à un moment donné, la seule chose qui va faire qu'elle se mette en danger, c'est son comportement. C'est elle, en fait, soit de passer outre la règle, soit, de par son habitude, son expérience, oublier en fait que quand elle monte sur une nacelle,
à 20 mètres de haut, on est en danger et donc il faut mettre son baudrier, il faut mettre son casque, il faut s'attacher. Et donc on a travaillé en fait sur le comportement. Donc c'était avec un psychologue du travail qui va justement travailler sur les leviers psychologiques pour dire comment est-ce qu'on passe d'un comportement A à un comportement B sans changer l'organisation du travail, sans changer les procédures et les règles qui sont écrites. Et ça, pour l'avoir vécu, c'est hyper puissant parce que en fait, on touche vraiment les personnes. Il y a plein de leviers psychologiques qui sont hyper intéressants et donc je suis assez compétent pour les mettre en place. Mais c'est un exemple que j'ai de success story où on voyait en fait que les personnes ressortent de la formation et des animations très un peu perturbées en fait en disant ah ouais, j'avais pas conscience que quand je fais ça, je me mets en danger. Ah oui, c'est vrai que vu comme ça, un accident du travail, ça peut être grave quand même parce que l'accident, je l'ai encore après mon travail. Donc voilà, ça c'est une belle success story que j'avais vécue dans un site de production, le site de production Nesquik. D'accord. Alors du coup, c'était pour résorber ce dernier pourcentage d'accidents. Ouais, c'était la formation et sensibilisation qui a marché. Ouais, qui a permis justement je crois qu'une année après, ils avaient eu, c'était un site de 380 collaborateurs, ils avaient un accident du travail. Ils étaient à 7, 8, donc c'était ce qui était extrêmement bas pour leur site, sachant qu'il y avait des chaînes de production quand même, donc il y avait potentiellement des postures à risque, des endroits qui étaient un peu risqués. Ils étaient à 7, 8 de mémoire et ils auraient été redescendus l'année d'après à 1. Pour être encore en contact avec la personne de ce site-là, je sais que ça a perduré après dans le temps. C'est vraiment une belle success story. Hein. On a un commentaire de Valérie qui nous dit que la sensibilisation est importante. Montrer les impacts des accidents, par exemple des vidéos, des simulateurs, des témoignages de personnes ayant subi un accident, handicap, inaptitude, exactement. Donc, on a une première question. Donc oui, je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, vous avez un onglet questions à la droite de votre écran. Donc, c'est Arnaud qui nous pose la question de comment découler les indicateurs auprès des collaborateurs pour les inciter à s'auto-manager. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, nous, dans toutes les actions que l'on mène, la communication est vraiment le maître mot. Et je crois que c'est vraiment intéressant ce que dit Arnaud parce que ça veut dire que la sensibilisation, elle ne se fait pas de la même façon auprès de tout le monde parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux dans l'entreprise. Si on est dans la direction, si on est opérateur, si on est QSE, si on est RH, il n'y a pas, enfin, bien sûr qu'il y a un chapeau commun, hein, bien sûr, mais il n'y a pas forcément les mêmes objectifs au quotidien. Donc, effectivement, quand on met un indicateur, je pense qu'il faut tout de suite penser à se dire comment on le communique aux différents métiers, aux différentes fonctions, parce que le sens sera différent en fonction des personnes. Hein. Si je reprends comme exemple l'absentéisme, par exemple, le taux que je vous donnais tout à l'heure, c'est quand même 17 jours d'absence par an, hein, donc c'est quand même énorme. Bon, vous dites ça à un comité de direction, à DRH, ils sont quand même surpris, ils tombent un peu de l'armoire. Hein. Les managers, eux, ne sont pas forcément sensibles à ça parce qu'ils ont du mal à recruter, donc ils disent que c'est pas bien grave, ils vont peut-être pas challenger là-dessus parce qu'ils n'ont pas envie de perdre du personnel. Enfin, les enjeux sont pas les mêmes. Donc la communication, vraiment tous ces indicateurs doivent être très très bien communiqués. C'est clair. Et puis peut-être une chose sur les actions du travail. Pardon, Maureen. Non. Un accident, ça se voit, ça marque. C'est vraiment important. Dans une industrie, nous, on a travaillé, la difficulté, c'était vraiment dans la durée, la prévention des TMS, parce que on se coupe tout de suite, on voit, voilà, il y a un impact sur le corps, etc. Mais lorsqu'il y a, ça met des années à impacter le corps, c'est beaucoup plus difficile je sais pas, c'est faire comprendre, mais en tout cas, changer les habitudes. C'est les changements d'habitude qui sont le plus difficiles à prendre. Alors qu'un accident qui se produit, tout le monde va vous en parler de ce qui s'est passé, comment, voilà. Mais sur des
voilà, des choses qui sont à plus long terme, c'est plus compliqué souvent. Maureen, tu voulais peut-être intervenir Oui, donc moi, c'était par rapport à la communication. En fait, pour moi, c'est vraiment la clé. Enfin, je te rejoins, Sylvie, là-dessus. Par exemple, nous, on a mis en place une communication donc mensuelle pour la production. Et donc, en fait, les opérateurs, ça leur permet de voir justement le nombre, comme nous, on produit des documents, enfin des pages. Donc, par exemple, on a l'indicateur nombre de pages par rapport à l'heure travaillée. En fait, c'est pour connaître un peu la productivité. Et c'est vrai que ça, on a vu que ça les a motivés de voir justement, ah bah tiens, ce mois-ci, on a fait moins. En fait, ouais, d'avoir une communication et puis un visuel, surtout. Et c'est vrai que je te rejoins aussi par rapport à le fait qu'il faut avoir un discours différent selon les services. Justement, moi, j'ai vu les opérateurs, eux, c'est plus une représentation graphique plutôt que un paragraphe d'analyse. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même un impact après positif à la communication. Et il ne faut pas s'arrêter, ça a été dit, donc c'est intégré. Voilà. Non, parce que ça marche pas. Enfin, ça peut marcher avec certaines personnes, mais c'est loin d'être le cas avec tous. Donc, effectivement, je te rejoins, Maureen, l'affichage, le fait de le dire, le fait de le commenter, de faire des actions de prévention. Enfin, il y a plein de choses à faire là-dessus. Nous, on travaille sur la dictologie au travail, par exemple. On lance là des théâtres forums, par exemple. Donc, c'est vraiment une animation tout à fait particulière et c'est une autre façon de communiquer sur le sujet. Exactement. On a un petit commentaire d'Alexandre Papon qui nous dit dans le domaine de l'industrie, on voit souvent du coup, je vois la suite. Des boards accessibles à tout ce type d'indicateurs. Exactement, ouais, des boards dans les ateliers. Et ce qui peut être intéressant, c'est après de faire, par exemple, des minutes où ils se posent pour justement communiquer là-dessus, en fait. Je sais pas, peut-être faire ça une fois par semaine et commenter ensemble les indicateurs. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi à faire ça. Exact. On a une question de Mathilde. Comment définir des indicateurs qualité pertinents? Souvent, nous proposons des indicateurs liés au temps, entre parenthèses, le nombre de déviations ou des CAPAS clôturés dans les temps. Je ne sais pas ce que c'est CAPAS. Si jamais tu peux le préciser, Mathilde, peut-être que je ne suis pas la seule. Mais j'ai des difficultés à trouver du sens dans ces indicateurs et donc à l'expliquer. Est-ce que vous auriez une petite réponse à faire à Mathilde sur sa question qui est pas évidente? Un élément de réponse, je pense que c'est dans peut-être ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, mais c'est de les rattacher. Le plus simple, en fait, pour avoir de la pertinence, c'est de le rattacher justement au projet d'entreprise, à la stratégie d'entreprise. Si le projet d'entreprise, c'est d'aller vers une montée en gamme des produits, n'importe quoi, on fait des pneus, on les vend 100 €, demain on a envie de les vendre 200 €, bon bah, ce qui induit dedans, c'est qu'on va avoir une montée en gamme et que du coup, on doit avoir une qualité qui est supérieure à la qualité qu'on proposait auparavant. Et donc là, on dit, on a une qualité qui est aujourd'hui AT, on veut une qualité AT plus 2 dans 6 mois parce qu'on a une nouvelle stratégie et qu'on va vendre nos pneus plus cher. Et du coup, là, de la pertinence dans la construction de l'indicateur et même après dans le suivi pour les personnes qui vont le suivre. Et après, pour la deuxième question, dans sa question, j'ai des difficultés à trouver sens dans ces indicateurs. Et les expliquer. Là, en fait, ça va être dans tous les éléments en fait, de communication et d'accompagnement qu'on va avoir en fait, après la mise en place des indicateurs, comme ce que disait Sylvie. C'est quel objectif on vise? Alors, il y a des indicateurs qui nous redescendent déjà dessus par rapport à des groupes, à des voilà. Donc, comment on peut en donner du sens à cela sans forcément qu'on les ait décidés nous-mêmes, parce qu'il y a ça aussi. Et il y a aussi, moi, je pense au risque justement
Nous, en fait, on a défini des indicateurs en faisant l'analyse des risques, justement. Et donc, par exemple, je ne sais pas, un risque, c'est qui est pas un contrôle réglementaire qui soit fait. Et donc, après l'indicateur, on suit tous les contrôles qui doivent être faits. Et ça nous permet de suivre ça. En fait, on peut aussi définir, oui, les indicateurs à partir des risques de l'entreprise ou justement des opportunités. Voilà, ça peut être une idée. Est-ce que Mathilde, est-ce que ça a répondu à ta question ou est-ce que tu as du coup une autre question à poser par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Après, c'est là où on n'avait pas les éléments, c'est par rapport. Enfin, moi, je suis désolé, j'ai compris par rapport au nombre de déviations ou de capaces clôturées. Je ne sais pas à quoi ça correspond. En fait. Est-ce que Mathilde, tu veux monter sur scène pour peut-être échanger directement? Voilà, il y a une possibilité. Je la propose, ce n'est pas obligatoire, tu peux dire non. Monter sur scène pour échanger, peut-être nous expliquer un peu plus ta problématique. Donc Mathilde, si tu nous entends. Si jamais c'est possible pour toi. Voilà. Pour ceux qui vont peut-être poser des questions dans les prochaines minutes, il y a cette possibilité-là. Voilà, vous avez une question, vous pouvez monter sur scène, participer directement avec nous et comme ça, voilà, on aura peut-être plus d'éléments. Du coup, moi, pour continuer un peu la question, on parle beaucoup d'indicateurs. Est-ce que d'indicateurs, c'est le sujet, mais vous parlez beaucoup. Voilà, on met en place un indicateur, on le regarde. Comment vous faites pour le collecter? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu différents modes? Est-ce que de façon facile de côté quand tu parlais Maureen, voilà, des contrôles réglementaires qui n'ont pas été faits, vous les suivez? Juste si vous avez des exemples peut-être à donner de collecte des indicateurs. Alors, effectivement, il peut y avoir ce que proposait Maureen, des données chiffrées, tout simplement. Hein. C'est un peu ça, Maureen. Et puis après, il peut y avoir des enquêtes. Alors, nous, on privilégie vraiment des interviews. Alors, évidemment, pas forcément de l'ensemble du personnel, mais des métiers représentatifs plutôt que d'aller sur du questionnaire. Parce que l'échange est quand même... on met l'échange au cœur de notre métier et on capte beaucoup plus de choses. Et notamment, par exemple, des relations sociales qui se dégradent, des choses comme ça. C'est quand même beaucoup plus intéressant de le faire sous forme d'interview parce que déjà, les personnes peuvent peut-être proposer des solutions où on peut avoir une analyse beaucoup plus fine de ce qui est en train de se passer. Par exemple, l'absentéisme, on sait que c'est contagieux, par exemple. Hein. Bon, voilà, il n'y a pas que la grippe qui est contagieuse, il y a aussi l'absentéisme. Donc, ces sujets-là, on ne fait rien. Forcément, ça va enfler. À un moment donné, ça ne va pas redescendre tout seul. Et le climat, c'est un climat compliqué, délétère. C'est un peu la même chose dans notre domaine. Okay. Ouais. Et après, peut-être pour revenir sur ta question, Charlène, c'est moi ce que j'ai vu le plus souvent et ce qui marche bien, hein, c'est d'avoir un référent ou une direction référente qui remonte ensuite les indicateurs et qui est responsable de la collecte. Parce qu'en fait, on sait très bien que voilà, la personne, si on lui dit qui est sur la ligne de production, bon bah tu vas compter les presque accidents, voilà, elle va faire une semaine, 2 semaines et après on va aller au bout de 2 mois, on va lui dire alors combien de presque accidents, on va lui dire j'en ai vu un cette semaine, mais on va pas collecter en fait tout ce qu'elle a. Donc le mieux en fait c'est d'avoir vraiment un pilote, un référent qui collecte tout et qui aussi anime le fait que tout le monde suive ces indicateurs et qu'il les remonte de façon régulière après aux instances qui gouvernent dans l'entreprise pour prendre les décisions en fonction de la dégradation ou de l'amélioration des indicateurs. Ok, merci. Et du coup, Mathilde a eu un problème de connexion. Donc, si tu nous entends, Mathilde, pas de souci, il y aura tout le replay avec les réponses sur YouTube dans quelques jours. Maureen, une remarque par rapport à cette question ou pas spécialement? Moi, je trouve que c'est important de désigner une personne qui donnerait les informations parce que sinon, on ne s'en sort pas.
Donc, ouais, un référent, c'est vrai que c'est une bonne solution pour avoir un meilleur suivi des données. Ouais, voilà, un référent indicateur. Effectivement, c'est chaque fois qu'on décide de suivre quelque chose, de mettre un indicateur, de suivre une problématique ou un dysfonctionnement qui est arrivé, quels sont les facteurs clés de succès pour suivre cet indicateur, par exemple? Qu'est-ce qui est important? Plutôt que de se précipiter sur un indicateur qu'on met en place, vraiment travailler l'aspect qualité sur ce sujet. Donc, comme le proposait Ogbad, le fait de mettre un référent ou un groupe de travail référent, ça, en général, ça marche très, très bien. Ok, merci. On a eu une autre question d'Arnaud qui nous dit: est-ce que les risques sont assez prévisibles 3 à 5 ans à l'avance pour pouvoir les intégrer dans la stratégie du dirigeant? Est-ce que peut-être, Arnaud, tu voudrais préciser ta question? Si jamais, à part si vous avez déjà peut-être un élément de réponse, hein, les risques. C'est vrai que souvent, je pense, ce à quoi il fait référence, Arnaud, c'est de dire souvent la stratégie d'entreprise, elle se prévoit à 3 ans, 5 ans. Voilà, on est là, on veut aller à cet endroit-là dans 5 ans, dans 3 ans. Après, pour les risques, en effet, on ne peut pas prévoir les risques, on peut les anticiper, on ne peut pas les prévoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait de façon agile et qui est très mouvant à travers le temps. Hein. Finalement, moi, de mon expérience, ce que je constatais souvent, c'était que sur des sites de production où il y avait de la saisonnalité, bah forcément, les indicateurs se dégradaient, donc on pouvait anticiper, on pouvait dire, pour l'exemple, j'avais travaillé dans une usine qui fabriquait les papillotes, ils travaillaient eux uniquement de façon assez forte de août à avril pour les fêtes de fin d'année et Pâques. Du coup, ils savaient très bien qu'ils allaient avoir une dégradation à ce niveau-là. Et justement, ils se prémunissaient en mettant des mesures. Ils s'attendaient à avoir des indicateurs qui se dégradent. Après, dans le temps de l'entreprise normale, c'est difficile à anticiper. Hein. C'est des éléments en général qui sont extérieurs et qui ne sont pas prévisibles. Du coup, c'est pas facile pour le dirigeant de dire, ben voilà, je serai à tel taux d'absentéisme ou d'accidentologie, ou tel niveau de qualité dans 3 ans, dans 5 ans. C'est vachement dépendant du niveau de leur production, de l'environnement externe. Par exemple, aujourd'hui, on voit que dans une crise comme aujourd'hui, forcément, ça a eu des impacts sur les indicateurs en entreprise. Mais ce n'était pas une crise qu'on pouvait prévoir. Pareil pour la crise de 2008, c'est pareil pour les différentes périodes qu'on peut vivre et qui sont finalement extérieures à. On voit par exemple sur les produits comme l'amiante, ça a mis quand même du temps pour qu'on se rende compte de la dangerosité. Donc c'est difficile de tout prévoir à ce niveau-là. Dans le BTP, on est en train de nous dire que la laine de verre va être interdite bientôt. Alors que on en pose tous les jours. Quoi. Enfin, on en pose tous les jours. Moi, pas tous les jours. Mais... Donc, Arnaud a eu sa réponse. Donc, top, très bien. On avait commencé le tour de table avec les success stories. On avait eu Oba qui nous avait partagé ses success stories avec Desquick. Est-ce que Sylvie, Maureen, vous avez aussi des success stories à nous partager? Alors, comme on a parlé de communication, ça peut être assez intéressant. Nous, on a mené un audit il n'y a pas très longtemps maintenant dans une entreprise industrielle où le climat social était, on va dire de façon soft, très compliqué. Mais c'était un peu plus que ça. Donc, c'est le CSE qui avait alerté et presque exigé de la direction la mise en place d'un audit. Et aussi bien la direction que le CSE, l'audit a été enclenché, on l'a fait, on est parti d'interview. Et au départ, en fait, par exemple, les membres du CSE voulaient assister avec nous aux interviews qu'on faisait. Donc, comme s'il y avait un consultant et un membre du CSE. Donc, on a expliqué que ce n'était pas possible. Mais c'était des choses qui étaient assez ancrées dans l'entreprise. Et on s'en est aperçu de la même façon au niveau de la direction.
où la direction, finalement, faisait un peu le boulot de tout le monde. Et donc, ça a été assez compliqué au niveau des relations qui étaient très ancrées. À un moment, avec Annie-Caroline, on s'est dit, mais il y a vraiment des facteurs bloquants. Comment on va faire? Alors, on a tenu, hein, on a tenu. Mais pour vous donner un exemple, voilà, on a eu à 20h avant la présentation du rapport au groupe de travail. À 20h, on avait le dirigeant qui disait non, mais votre rapport il est à charge, c'est pas possible. Enfin bon, c'était extrêmement tendu. Donc j'en reviens toujours à. Alors c'est une success story parce que derrière ils ont mis en place des mesures et finalement derrière ça s'est bien passé. Mais parfois il y a quand même des choses à vraiment épurer sur. Il faut qu'à un moment les choses sortent et se disent. Nous on voit trop. Alors dans cette même entreprise, il y avait eu une fusion-acquisition, mais qui datait de presque 10 ans. Et les gens étaient encore ancrés sur l'ancienne entreprise. Donc, il y avait encore des clans qui étaient très ancrés. Et on était 10 ans après. Donc, finalement, la direction était projetée sur l'avenir. Voilà. Mais en fait, ils n'avaient pas embarqué tout le monde. En gros, le constat, c'était ça. Donc, quand on parlait de communication l'autre jour, je pense que la communication, elle doit être très équilibrée, très factuelle. Nous, on tient beaucoup à ça, c'est-à-dire que on est vraiment sur du factuel. On demande aux personnes dans les interviews de nous citer des faits, quoi. On ne leur demande pas de trop se déverser non plus, quoi. On est sur des faits, parce que si à un moment on n'arrive pas à faire basculer les personnes, ben, on ne rentre jamais dans la nouvelle société. Donc, bon, on a eu l'impression, ça a été quand même un audit difficile, et c'est important de le dire aussi, parce que c'est pas toujours simple, mais ça a vraiment permis de passer un cap pour tout le monde et d'avoir de nouvelles relations, aussi bien CSE, personnel, il y avait différents sites, donc c'est pareil, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Charlène, mais ça paraissait important d'évoquer cet exemple-là. Si du coup c'est une success story, parce qu'il y a eu des déblocages in fine, et Oui. comme quoi de crever l'abcès est important dans les entreprises de temps en temps quand il y a eu trop d'accumulation. Merci Sylvie pour ce partage. Maureen, est-ce que toi tu as une success story à nous partager ou quelque chose? Eh ben, moi, ça m'a fait penser à. Donc, on a mis en place un indicateur sur la satisfaction client. Donc, en fait, ce qu'on a rajouté, c'est vraiment justement l'analyse de la satisfaction client. Et justement, à la fin, en fait, la question qu'on posait, c'était un peu les recommandations, pourquoi ils sont clients chez nous, quoi. Enfin, quels sont l'intérêt de rester avec nous. Et justement, ça a permis en fait après aux commerciaux de voir ce qu'il fallait garder et ce qui n'allait pas non plus. Et donc c'est vrai que ça a permis de bouger aussi pas mal de choses. Voilà. Si ils voient qu'il y a 20 clients qui disent qu'il y a un problème de délai, et ben après là justement ils ont mis en place un vrai plan d'action après ça pour voir comment améliorer le délai de mise en production d'un document. Donc, c'est vrai que c'est là où on se rend compte que l'analyse de l'indicateur est très, très importante. Alors, on peut juste avoir la note et puis voilà, on a l'indicateur, mais de comprendre pourquoi on a cette note, c'est intéressant. Donc, c'est vrai que l'indicateur, ça nous a permis de mettre en place un plan d'action. Et en plus, on a eu pas mal de témoignages de clients qui sont encore plus satisfaits. Donc, que du positif. Que du positif. Ça c'est vraiment important ce que tu dis, Maureen, sur le fait on suit un indicateur, on décide d'un plan d'action ou d'une action à mener et on le fait, quoi. On va au bout. Hein. Nous, on s'aperçoit souvent qu'il y a de très bonnes intentions, mais finalement, derrière, il ne se passe pas grand-chose. Et ça, c'est terrible pour les collaborateurs. Il n'y a rien de pire. Il vaut mieux rien faire, je pense. Il vaut mieux ne rien faire parce que ça peut créer énormément de frustration et de démotivation. Donc, alors qu'on cherche l'inverse.
C'est vrai que oui, si on fait des enquêtes internes en leur demandant, bah voilà, qu'est-ce que vous aimeriez et s'ils voient que voilà, on a fait une enquête, mais qu'après il n'y a pas de retour bah, c'est vrai que ils vont dire bon bah pourquoi avoir répondu à cette enquête Parce que justement nous on a mis en place, enfin par rapport au Covid, on avait fait une enquête en interne sur le télétravail. Et justement, après, on a eu des retours. Il y en avait certains qui se plaignaient de la connexion, qu'il leur manquait un ordinateur. Et c'est vrai que après, ça nous a permis de voir ce qu'il fallait mettre en place pour améliorer un peu leurs conditions de télétravail. Mais c'est vrai que si on ne met rien après une enquête, c'est compliqué. Oui, mais c'est vrai que c'est important qu'il y ait un espace d'échange où ces informations puissent remonter. Parce qu'autrement, elles se répandent sur la moquette et on n'en fait rien, finalement. Et on est dans la rumeur après. Ça, c'est ce qui tue la motivation, c'est sûr. Quand tu parles d'espace d'échange, Sylvie, tu parles de quoi comme, si tu peux citer un exemple peut-être ça peut prendre différentes formes. Hein. Alors, on parlait de groupes de travail qui vont s'emparer d'un sujet et puis faire des propositions d'action. Ça peut être une enquête à un moment sur certains sujets. Enfin, ça peut vraiment prendre des formes très différentes en fonction de ce que l'on cherche à remonter. Mais en tout cas, les gens sont plutôt moteurs pour s'exprimer et en général, les gens connaissent bien leur travail. Donc, autant demander aux experts qui travaillent ce que l'on peut mettre en place plutôt que d'aller chercher comme ça des grandes directives. Hein. Et du coup, si vous avez des conseils peut-être à donner, donc voilà, peut-être pour Mathilde ou pour Arnaud et pour tous les autres qui n'ont pas forcément posé des questions, mais des conseils que vous aurez peut-être voulu avoir avant d'être confronté à ces sujets-là. Moi, le conseil qui va avec tout ce qu'on s'est dit un petit peu là pendant cette heure et demie, c'est vraiment d'avoir une cohérence d'ensemble, une cohérence interne et externe, que les indicateurs ils soient appropriés par tous les collaborateurs internes qui vont être partie prenante en fait de ces indicateurs-là. Il faut que ce soit également cohérent avec l'environnement externe. Si on sait que dans l'environnement, je dis n'importe quoi, on est dans l'automobile, avoir un taux de fréquence à moins de 10, ça se fait pas. Et ben voilà, il ne faut pas proposer des choses comme ça. Donc voilà, c'est plutôt d'être vraiment une cohérence d'ensemble vis-à-vis de l'interne et vis-à-vis de l'externe. Et aussi qu'il y ait beaucoup d'accompagnement en interne pour justement accompagner la mise en place de ces indicateurs et que ce soit fait globalement et pas uniquement dire on va suivre l'accidentologie parce qu'on a eu trop d'accidents cette année. Ça doit se faire sur plusieurs années, ça doit être partagé avec les équipes, ça doit être mis en place avec les équipes et les sensibiliser aussi. Il ne faut pas que mettre un indicateur. Il faut leur rattacher des actions derrière aussi. Ce serait alors, effectivement, avoir des objectifs précis et que la direction s'implique sur le sujet. Ça, c'est qu'elle porte vraiment le sujet aussi. Ça, c'est vraiment important. Et pour moi aussi, ce qui est important, c'est de ne pas imposer un indicateur. Parce que justement, nous, on a été confrontés à ça. Et après, on voit vite qu'il est pas suivi. Quoi. Donc déjà, on conseille de plutôt choisir, impliquer les responsables au choix de l'indicateur et de ne pas l'imposer. Et après, moi, ce qui jouait beaucoup aussi, c'est la représentation graphique. Parce que quand on a juste des résultats, c'est pas très parlant. Et donc, au moins, faire, je sais pas, des courbes, vraiment avoir un visuel sur le résultat, c'est important aussi. Ouais. On avait fait juste un petit rendez-vous du QSE sur les indicateurs et on avait aussi cité l'humour pour mettre en valeur des indicateurs. Ouais. L'humour ou les petites icônes qu'on trouve déjà toutes faites sur Internet. Voilà, pour repartager cette bonne idée. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, si je peux
Donc voilà, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Et si je peux résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, donc principalement, c'est d'avoir les indicateurs qui s'intègrent dans la stratégie de l'entreprise, ou en tout cas qui est vraiment une cohérence, comme l'a souligné Ogba, cohérence d'indicateurs. C'est vrai que des fois, c'est pas forcément facile, surtout comme toi, Maureen, quand tu reprends peut-être des indicateurs qui ont déjà été mis en place avant toi. D'avoir voilà, beaucoup de communication de ces indicateurs. Et ça, c'est se poser la question en amont de vraiment comment on va communiquer sur cet indicateur, qui va être le référent de cet indicateur, parce qu'il faut qu'il soit suivi. Pas forcément que ce soit la même personne qui anime tout, sinon c'est beaucoup trop lourd, je pense. Que je me suis noté aussi que voilà, par rapport à la stratégie de l'entreprise, une direction impliquée dans ces indicateurs, d'avoir aussi une régularité dans le suivi des indicateurs, qui est super important. Et c'est vrai que maintenant, on a des beaux outils informatiques qui existent. Donc c'est vrai que si on peut, voilà, je sais pas si vous utilisez une autre question, est-ce que vous utilisez des outils informatiques pour suivre vos indicateurs? Oui, sur Power BI. Je rigole. Mais c'est ça. Ouais, je suis d'autres indicateurs sur Power BI et ça pourrait être fait en fait pour le QSE, pour le QSE aussi. Et là, quand on parle de représentation graphique, justement, Maureen, on est en plein dedans. On a des choses qui sont hyper imagées et très graphiques. D'autres outils, peut-être? Pas de mon côté. On a Excel aussi. Oui. Quel bel outil. Tableau est un super outil, donc on a un commentaire de Mathilde. Je vois qu'Arnaud et Claire nous ont laissés, donc je pense qu'ils sont déjà partis, mais bonne soirée à tous. Donc voilà, ça fait à peu près 1 heure que nous sommes ensemble. Est-ce que vous auriez, Sylvie, Maureen et Ogba, encore quelque chose à nous partager sur peut-être voilà, un mot de la fin ou que je trouve que vous n'avez pas forcément pu évoquer jusqu'à présent? Non, pour moi, je pense qu'on a fait un peu le tour des éléments essentiels. Oui, pour moi aussi. Voilà, j'insiste sur la communication. Ça me semble vraiment important, effectivement. Et peut-être aussi un peu l'authenticité. Quand on choisit quelque chose, ça marche. Ça ne marche pas, ben on peut le dire aussi et on quitte cet indicateur. Voilà. Mais que ça soit assez direct en termes de communication, c'est encore ce qui marche le mieux. Et pour moi, on a fait le tour également. Et c'est vrai que la diffusion, c'est pour moi la clé. Diffusion des informations. Et voilà. Et avoir trouvé le bon discours selon les personnes à qui on est en face. C'est important. Ouais. Très bien, très bons éléments. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des idées à partager pour les indicateurs, un extrait de Power BI, un tableau de bord, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le mettre sur le LinkedIn en post. Même ceux qui nous écoutent, si vous avez des super outils, comme Mathilde qui nous parle de tableau, si tu veux nous partager sur LinkedIn, avec grand plaisir. Ce groupe est fait pour ça. Et si jamais vous n'êtes pas dans le groupe LinkedIn du Club QSE des alumni, n'hésitez pas à venir me voir, à me contacter directement et je vous y ajouterai avec grand plaisir. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cette table ronde sur ces indicateurs du QSE. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je remercie vivement nos intervenants, donc Sylvie, Maureen et Ogba. Merci beaucoup pour vos partages d'expérience. Merci pour vos réflexions et vos petits conseils. C'était vraiment super enrichissant. Donc tout ça sera évidemment bien rediffusé sur YouTube. Voilà, on a merci de Simon, merci de Christine, merci à tous les participants qui ont aussi écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours ou des remerciements avec grand plaisir. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, peut-être des vacances pour certains et profitez bien des beaux jours qui arrivent. Donc, merci à tous et à bientôt. À bientôt. Merci, bonne soirée.